Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, un dossier spécial sur Fréquence Évasion. Nous serons en compagnie de Sylviane Liberge, qui est psychologue, et nous allons parler des pervers narcissiques. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sylviane Liberge, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue et nous allons parler aujourd'hui des pervers narcissiques. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Vaste question. Oui. Un pervers narcissique est quelqu'un qui fait toujours parler de lui, y compris quand il n'est pas là. C'est une personne qui peut se montrer sous différents visages. Il peut être aussi charmeur que manipulateur, séducteur qu'arrogant. Quelqu'un qui se montre sous son meilleur jour au premier abord et qui finalement s'avère le pire des monstres par la suite. Je pense que ça résume à peu près bien. Oui, en effet. Donc je pense que ça résume assez bien ce qu'est un pervers narcissique, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour le définir, et encore je pense qu'on n'a pas fini de... Ah oui, à ce point-là. De vraiment cerner la personnalité. D'accord. Alors, qui a trouvé ce nom de pervers narcissique ? À l'origine, il y avait Paul Racanier qui avait commencé à s'y intéresser, qui avait déterminé les grandes caractéristiques de la perversion narcissique, et notamment la problématique incestuelle dans la famille du pervers narcissique. Et ensuite, ça a été repris et beaucoup plus détaillé par Alberto Heger, qui est psychiatre, psychanalyste, qui a longtemps travaillé sur cette question-là. Et aujourd'hui, on retrouve également Marie-France Irigoyen et puis Isabelle Nazarahaga. La première travaillant plus sur la problématique de la perversion narcissique et de la manipulation dans le cadre du travail et du harcèlement moral. Et la seconde dans le cadre du couple, où le pervers narcissique sévit fortement. Alors, comment différencier un pervers narcissique d'un bipolaire ou d'un psychorigide ? Le bipolaire et le psychorigide sont des personnes qui vont avoir quand même une certaine empathie, qui vont se rendre compte à un moment donné qu'ils font mal aux autres, et qui souffrent aussi de faire mal aux autres, alors que le pervers narcissique, lui, éprouve aucune empathie. C'est une personne qui ne peut même pas imaginer les conséquences de ses actes. Il est froid, c'est quelqu'un qui n'a aucune émotion et qui se nourrit des émotions des autres, sans mesurer l'impact que cela peut avoir sur l'autre. En fait, il est un vampire émotionnel, un vampire psychique. On a du mal à concevoir ce genre de choses, justement. Est-ce qu'il y a des signes ? Est-ce que vous pouvez nous aiguiller en quelque sorte ? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'affect ou n'a pas de sentiment pour un autre, c'est difficilement concevable. C'est totalement inconcevable, et si vous arriviez à le concevoir, c'est que vous seriez vous-même un pervers narcissique. C'est pas le cas. Heureusement. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a toujours grandi en utilisant des masques. Il n'a jamais été lui-même, il a toujours fait semblant d'être quelqu'un pour essayer d'être à la hauteur des attentes des parents ou de ce que lui pensait être les attentes de ses parents. Du coup, il n'a pas pu se construire avec une vraie personnalité. C'est pour ça aussi que l'on retrouve dans la littérature une personnalité en faux self, une fausse personnalité, un faux soi. Ce sont des personnes qui vont avoir une représentation d'une coquille un peu vide, qui n'ont pas d'émotion, effectivement. Donc, tout être humain a besoin d'émotions pour pouvoir exister. Comme eux ne peuvent pas les ressentir, parce que dans leur construction de personnalité, ça n'a pas pu se faire, ils vont donc, du coup, emprunter ces émotions aux personnes qui sont dans leur entourage. Et plus les émotions sont fortes, plus ils se gargarisent de ça. Et les émotions les plus fortes, c'est le sentiment amoureux, au début, la phase lune de miel, et ce sont les sentiments de colère, de violence, de haine.
Ça, ce sont les sentiments les plus forts et il va rechercher ça et il va chercher à provoquer ça chez ses victimes. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que même un animal a des sentiments. Je veux dire, un animal, moi, j'ai jamais connu un animal qui n'ait pas de sentiments, qui ne soit pas affectueux. Donc, comment peut-on concevoir qu'un être humain soit aussi glacial, soit aussi froid, et qu'un être humain n'ait pas de sentiments? C'est ahurissant. Il est un peu comme un reptile. Un reptile, c'est froid. Ouais. Je suis pas sûre qu'un reptile ait des sentiments. Non, c'est vrai, ou alors, oui. Enfin, bon, c'est vrai que je ne fréquente pas les reptiles. Moi non plus. Mais bon, donc on peut pas dire, mais il est vrai que, en principe, les animaux, même les animaux sauvages, hein, vous avez un animal sauvage, vous le gardez auprès de vous, il va développer des sentiments, hein, ça c'est clair. Tout à fait. Vous prenez un animal, même sauvage, pour reprendre votre image, vis-à-vis de sa progéniture, il va avoir des sentiments de protection, de défense, de survie. Un pervers narcissique vis-à-vis de ses enfants, il s'en moque éperdument. Il utilise ses enfants. Il les manipule comme il manipule tout le monde. Et il manipule ses enfants, en général, pour faire mal à la personne qui est leur victime. Alors, quel genre de manipulation utilise-t-il ? Toutes les manipulations possibles et imaginables. Ça va toujours commencer par de la séduction, se montrer sous son meilleur jour, vous faire croire qu'il est le prince charmant, vous faire croire qu'il est la personne incontournable, qui est prête à tout pour vous, qui va se mettre en quatre pour vous. Effectivement, il va le faire les premiers temps. Mais derrière, il cherche toujours un avantage. Et l'avantage, c'est de se faire briller, de se faire valoriser, de se faire mettre en avant. Et ensuite, quand vous cédez à ses avances, là, il est satisfait dans un premier temps parce qu'il a réussi à obtenir le bijou que vous étiez. Ouais. Mais ensuite, c'est insupportable parce que vous ne pouvez pas être plus brillant que lui. Il doit être le meilleur. Donc, il détruit le bijou qu'il s'est offert. Ah oui, alors justement, j'ai entendu un pervers narcissique me dire, à moi personnellement, tu es parfait. Bon, personne n'est parfait, hein, bien évidemment que je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, mais sortant de sa bouche, il a dit tu es parfait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'effet miroir de choses que cette personne a trouvé en moi et qu'elle n'a pas? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que c'est un symptôme, c'est quelque chose qui peut nous faire tilter? Alors, c'est pas vraiment un effet miroir. C'est peut-être davantage une envie, une jalousie. Oui. Vous êtes ce que lui n'est pas. Donc, il est attiré par vous, exactement comme un moustique est attiré par la lumière, parce que vous représentez tout ce que lui pense ne pas avoir suffisamment. Oui. La position sociale, les amis, l'intelligence, enfin, tout peut être prétexte à enjeu pour lui, tout peut être prétexte à envie. Et donc, vous êtes parfait par rapport à ce que lui s'imagine de l'idéal d'une personne, et il va être attiré vers vous pour s'approprier ce que vous êtes, vous. En s'appropriant la personne, il s'approprie les qualités de la personne. Oui, alors justement, il y aurait 3 phases, donc on en parlait à l'instant. L'approche du pervers narcissique face à sa victime commence par la séduction et se termine par une phase de destruction. C'est bien ça? Oui, c'est la séduction et ensuite c'est la phase de destruction parce qu'on ne peut pas être mieux que lui. Donc il faut qu'il détruise pour s'assurer que finalement, le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il y a entre deux? Entre les deux, il y a la phase de destruction psychologique où ça commence déjà avec cette personne qui vit avec moi, qui est à côté de moi. Elle est brillante, mais elle me fait de l'ombre. Donc, il faut que je ternisse un petit peu cette image pour que je sois à nouveau sur le devant de la scène. Ouais. Donc, ça va être des phrases assassines qui vont blesser la personne, qui vont lui faire perdre confiance en elle, qui vont lui faire perdre son estime d'elle-même. Et petit à petit, la personne va devenir plus terne, moins brillante, moins jolie à voir même. Oui. Et une fois qu'elle en est là, c'est devenu insupportable pour le pervers narcissique parce que lui, qui est quelqu'un de brillant, doit être avec quelqu'un de brillant aussi. Un peu moins que lui, mais brillant quand même. Sauf qu'il a tellement manipulé, détruite, qu'elle devient terne. Et là, ça décuple sa colère. C'est là où on a des risques de passage à l'acte physique, où la personne, le pervers narcissique, va s'en prendre physiquement à sa proie pour la détruire.
Oui. parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ses attentes, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il est, lui, de ce qu'il pense être. Peut Oui. pousser aussi la personne au suicide. Hein. Ah oui, 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 alors c'est grave là. Hein. Et donc on peut s'attendre à des blagues mesquines. Ah, c'est même pas des blagues. Ce sont vraiment des phrases assassines. Je vais vous en donner quelques-unes que moi j'ai recueillies en thérapie auprès de personnes que j'ai eues victimes de pervers narcissiques. Des femmes qui passaient du temps à se pomponner dans la salle de bain avant d'aller travailler pour se rendre jolies ou avant d'aller dans une soirée avec le pervers narcissique, qui sont magnifiques et en sortant de la salle de bain, qui les regardent de haut en bas en leur demandant si elles n'ont pas grossi parce qu'elles ont un cul de vache. En effet, oui. Ou alors des phrases du style tu ferais mieux de te maquiller parce que franchement t'as une sale gueule. Voilà. Ou encore tu serais pas enceinte là par hasard parce que je trouve que t'as pris du ventre. Alors que il sait très bien qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle peut pas l'être, quoi. Des choses qui vont prises isolément paraissent bon, allez, c'est pas grave, il est un peu fatigué, c'est rien, mais qui cumulées sur le temps et la répétition minent totalement la victime. Mais au départ, je suppose que ça doit être un peu plus light. Ça doit commencer doucement. Ah, ça commence très progressivement. C'est pour ça que les victimes ne s'en rendent pas compte. Oui. Il y a une chose quand même qui met la puce à l'oreille des victimes, mais qu'elles ne voient qu'après coup, c'est qu'au départ, dans cette phase lune de miel, c'était trop. C'était trop beau pour être vrai, et c'est ça ressort systématiquement dans les entretiens que j'ai avec les victimes, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, victime, c'est que c'était trop merveilleux, ça cachait forcément quelque chose, mais comme la personne a été tellement tenace et a été tellement envahissante, ils ont fini par céder. Et je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'autosatisfaction chez ces gens-là. Il n'y a que de l'autosatisfaction. De toute façon, ils se considèrent comme étant les plus forts, les plus intelligents, les plus brillants. Les autres n'ont d'intérêt pour eux qu'à partir du moment où ils flattent leur ego. Les autres, ce sont des objets. Un objet, ça se casse, ça se remplace. L'autre derrière, il n'existe pas. Exactement. Alors en général, comment se produit cette phase de destruction ? La phase de destruction, elle arrive très progressivement. Elle arrive aussi par... il commence par dénigrer l'entourage de la victime, au point que pour éviter les colères, éviter les scènes de ménage, la victime finit par se couper de son entourage. Lui se montre en société charmant, agréable, quelqu'un de convivial, quelqu'un qu'on a plaisir à inviter. Et la victime, au fur et à mesure, par contre, elle fait tâche dans le tableau et les gens se disent « mais qu'est-ce qu'il fait avec ce boulet ? Ils vont vraiment pas du tout ensemble. » À la maison, dès qu'ils reviennent, tout est prétexte à colère, tout est prétexte à scène de ménage, soit parce que la victime aurait regardé une personne de manière un peu plus insistante, un peu trop insistante à son goût, ou parce qu'elle aurait ri aux blagues de quelqu'un d'autre, ou parce qu'elle n'aurait pas ri à ses blagues à lui. Bref, n'importe quoi va décupler sa colère, et c'est comme une décharge pulsionnelle, il faut absolument que ça sorte. Et la victime, c'est le punching ball sur lequel il se défoule. Il va isoler la victime aussi sur le plan de la famille, de sa famille à elle, et les plus retors arrivent à retourner la famille de la victime contre la victime. J'ai vu un monsieur qui a réussi à obtenir des attestations contre sa compagne de la part de ses propres parents, donc des parents de la victime, pour obtenir la garde des enfants. En effet, oui. Est-ce qu'il n'arrive pas de temps en temps avec des injonctions, par exemple, ils sont de bonne humeur, ils rigolent, vous leur dites quelque chose, une banalité, et ils arrivent avec un couteau entre les mains, verbalement, je parle. Il y a toujours la phrase assassine. Oui, dur, quelque chose. Si vous n'êtes pas dans la victime directe, ils peuvent vous laminer, juste pour le plaisir de vous laminer, mais sans avoir l'air de le faire. Oui. C'est-à-dire avec énormément d'intelligence, de finesse, mais ils vont savoir appuyer là où ça fait mal et faire taire la personne très rapidement. On n'obtient jamais de réponse avec ces gens-là, ni oui ni non. C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils vous posent une question, vous y répondez, ils vont vous dire exactement le contraire de ce que vous avez dit. Oui. Vous leur posez une question, dans la même phrase, ils vont vous dire tout et son contraire. Ce sont des anguilles, ou des hommes politiques même, ils ont cette capacité à noyer le poisson et finalement à vous embrouiller où vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Et j'ai remarqué aussi que on n'obtient jamais de réponse à une demande. C'est impossible pour eux, parce que donner une réponse franche, ce serait s'engager.
Or, ils refusent tout engagement. Même que ce soit négatif ou positif. On ne sait jamais ce que l'avenir peut réserver. Ah. Ils se donnent toujours la possibilité de pouvoir changer d'avis ou donner l'illusion de changer d'avis. En fait, ils sont incapables de prendre position. D'accord, oui. Donc finalement, ils vous mettent au sol sans explication et puis ils s'en vont et ils peuvent revenir aussi. En général, quand même, un pervers narcissique, une fois qu'il a une victime, il s'acharne sur sa proie comme un chien s'acharne sur son os. Il ne la lâche pas tant qu'il a une emprise sur elle. Même si vous vous sentez oublié. C'est jamais oublié. Surtout quand il y a des enfants qui sont en jeu. Donc ce n'est jamais vraiment oublié. Et quand c'est oublié, c'est-à-dire quand la victime a réussi à comprendre le fonctionnement du pervers narcissique et qu'elle cesse de répondre à ses demandes, c'est-à-dire qu'elle cesse de l'alimenter en émotions, alors là, il va passer à une autre victime. Et s'il n'en trouve pas d'autres victimes ? Il y en a toujours. Oui. Ou alors, toujours. Il est capable de revenir de victime en victime aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il est capable de prendre des anciennes victimes pour les réanimer quelque part. Plus difficilement, parce que les anciennes victimes, si elles ont réussi à se détacher de lui, c'est qu'elles ont réussi à comprendre le fonctionnement et donc à trouver des parades pour se protéger. Donc elles ne sont plus des proies faciles. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont du mal justement à se détacher. Bien sûr, parce que ce sont des personnes qui ont perdu totalement pied, qui ont perdu confiance en elles. Et s'il n'y a pas un travail thérapeutique de reconstruction derrière, ce sont des personnes qui restent avec cette fragilité et donc qui sont susceptibles de retomber sur des pervers narcissiques, le premier ou un autre. On marque une pause, on revient dans quelques instants.